On revient pour la suite avec nos invités. On parlait des affrontements à Ségou au centre du Mali, affrontements qui ont fait 5 civils tués. Nous sommes toujours avec nos experts, Robert Kossiga Kouité, doyen Fioklo Adangbenou et le jeune Ashraf Ourosama. On était avec vous, Président. Maintenant, suffirait-il qu'on chasse peut-être la France, qu'on coupe la coopération avec la France pour dire qu'on a triomphé de cette guerre de terrorisme? Pas du tout. Est-ce qu'il suffirait de ne plus avoir de coopération ou de ne plus avoir de ne plus traiter avec la France sur le plan militaire ou sur le plan coopération pour dire que voilà, maintenant le Mali est sur la voie du développement? Non plus. On était ici quand Assimi Goïta a montré à la face du monde le rapport des assises nationales et sur lesquels il s'est basé pour dire il doit faire 24 mois ou 5 ans. Et la CEDEAO... C'était 5 ans au départ. Ouais, que les assises nationales lui ont recommandé de faire 5 ans au pouvoir et de préparer les élections pour élire un nouveau chef d'État qui sera démocratiquement élu. Maintenant, quand les gens sont en train de crier sur la CEDEAO qui les a entre-temps sanctionnés, c'est maintenant on découvre le vrai visage de Assimi Goïta qui veut garder le pouvoir. Et ce n'est que ça. Et pour garder le pouvoir, écoutez-moi, pour garder le pouvoir, ces 5 colonels ne font que surfer sur peut-être cette histoire de ne plus travailler avec la France pour endormir le peuple malien. Point, c'est tout. Sinon, comment pouvons-nous comprendre que des gens avertis et aguerris dans le métier des armes puissent tendre un guet-apens aux terroristes et tuer à la place de ces terroristes-là des civils? Si au moins ces civils ont joint peut-être un nombre important de terroristes tués, on pourrait comprendre qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais là, ce ne sont que les civils tués. Ça voudrait dire que ces femmes-là ne connaissent rien ou ne font rien du tout sur cette guerre asymétrique que développe alors l'État islamique au Mali. Ça fait 1. 2. Est-ce que c'est par cette manière-là? Nous avons vu ATT. Quand ATT avait pris le pouvoir, nous avons vu, quand il a fait coup d'État, ATT n'a pas fait comme ça pour prendre le pouvoir. Non, pas du tout. Il est devenu d'abord civil, et après, ok, il a demandé, il est allé aux élections, et puis il a eu le suffrage des Maliens. Mais ce n'est pas de cette manière. C'est de la dictature pure, et puis du mensonge organisé, soutenu par des activistes qui payent à coup de millions de francs CFA. C'est ça la réalité. Maintenant, ce qui m'énerve en Afrique, tout le monde est là, on ne fait rien. On ne fait que les applaudir. Ce n'est qu'après des années, quand il y aura plus pire que cette situation que vit le Mali aujourd'hui, que les gens vont commencer par dire « Ok, Assimi dégage, Assimi dégage ». Or, en ce moment-là, tout le monde peut tirer la sonnette d'alarme pour que Assimi Goïta et alors ses soutiens puissent savoir le rôle pour lequel ils ont fait le deuxième coup d'État. Et pour lequel, moi je dis, ce comportement de cette junte militaire donne raison du jour le jour à Macron qui, depuis le début du deuxième coup d'État, dit qu'ils sont là pour garder le pouvoir. Et là, nous sommes en train de voir qu'ils sont là réellement pour garder le pouvoir. Donc moi, je dis, qu'est-ce que la Russie ou Wagner change radicalement aujourd'hui au Mali? Pas du tout. Ils ne font rien. Cette question, on va la poser ils ne font rien du tout. Laissez un peu l'autre, mon cher jeune Ashraf. Moi, j'ai dit, je vais lutter qu'il ne tombe pas dans la main des activistes. Il leur fait toujours des clins d'œil, mais je vais lui barrer la route. Voilà. Je ne peux pas dire que Assimi Goïta... Quelque chose change aujourd'hui au Mali, sur le plan sécuritaire surtout. Au niveau du plan sécuritaire, moi, je ne vois pas de changement. Mais ce que je reconnais, c'est que la Russie a doté l'armée malienne d'équipements militaires, d'hélicoptères, d'avions de combat. On peut dire que c'est un bon début. C'est un bon début et ce sont les Maliens qui sont aux commandes de ces appareils, mais ça ne suffit pas. Alors, parce que le résultat est là. Voilà. Il y a un président, au moins la Russie président de la fédération d'une ONG, des ONG, qui disait la dernière fois sur RFI que la rupture de la coopération entre la France et le Mali cause des problèmes aux ONG locales. Parce qu'il y avait des aides directes aux populations, à ces ONG et qui allaient vers la population. Et aujourd'hui, la population est victime de cette rupture. Que personnellement, ils n'apprécient pas la décision de la junte. Voilà, ça dit que
quand l'objectif fixé est de garder le pouvoir et de dire autre chose à la population et à la face du monde, le résultat est toujours difficile. Pour le moment, ce sont des procès d'intention. Quel procès d'intention vous n'a voulez pas dire dit officiellement qu'il allait se présenter. Quand on a mis en place des organisations, des structures, pour dire que Goïta doit y aller, comme Dadis a fait on commence par monter des gens, des associations. Tout à fait. Goïta ou rien. Et il est en train de mener doucement le Mali sur la voie de la violence. Il n'a qu'à respecter l'esprit de la charte. Il vient, il organise les élections, il part. S'il veut devenir président, il revient, il démissionne et il devient président. Il a été le responsable, le commandant du corps des forces spéciales maliennes. La rébellion est arrivée. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il n'a rien fait. Il ne pouvait pas le faire seul aussi. Selon des histoires, il a essayé avec sa troupe d'aller au nord. Maintenant qu'il a le pouvoir en main. Ils ont été empêchés par la... Michel, maintenant qu'il est à la tête du Mali, qu'est-ce qu'il fait de concret? C'est ce qu'ils font. Avant, il servait sous un président démocratiquement élu, Ibeka, que le vent de la contestation a emporté. Et par un deuxième coup d'État, Assimi Goïta est devenu président de la République du Mali. Je peux m'exprimer ainsi. Moi, je ne veux pas dire qu'il est président, qu'il est chef de la junte. Non, il est président de la République du Mali aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Il n'est pas élu. Mais c'est lui la première autorité du Mali. Écoutez-moi, non, qu'est-ce que Assimi Goïta a pu apporter de nouveau sous les cieux du Mali? Vous savez, il se bat comment? Vous savez, les résultats, écoutez-moi, les résultats militaires se constatent du jour le jour. Combien de territoires Assimi Goïta et ses colonels ont pu reconquérir? Oui, monsieur Michel, c'est là l'histoire. Laissez-moi terminer. Vous savez très bien comment j'ai toujours... Non, écoutez-moi, je dis, je n'ai pas fini. Qui me laisse terminer? Combien de kilomètres carrés Assimi Goïta et ses hommes ont pu récupérer des mains des terroristes au Mali? Il n'y a pas. Je vous dis, même dans leur base, dans leur quartier général, ils ont été la fois dernière menacés par les terroristes. Il y avait eu alors des attentats là-bas, que ce soit à Kati, que ce soit là où ils sont, dans leur QG, ils ont été menacés par les terroristes. Alors, chaque jour, l'État islamique et alors tous ceux qui tournent autour d'eux, alors récupèrent toujours le territoire malien et règnent en maître. Ils n'ont été jamais menacés par les Famas. Maintenant, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a pu faire d'autre? S'il disait hier que c'est parce qu'il y avait un autre président qui ne lui donnait pas la main, maintenant que lui-même il est chef d'État, qu'est-ce qu'il a pu faire? C'est ça le problème. Il ne suffit pas qu'un groupe. Écoutez-moi, c'est ça la question. Ce n'est qu'un groupuscule de personnes qui ont des intérêts. Alors avec les autorités maliennes d'alors qui disent que ça va bien au Mali. C'est ça la réalité. Des nouvelles du Mali? Écoutez-moi, moi je vous dis, aujourd'hui, rien ne va au Mali. Est-ce que la vie chère... Mais la vie est toujours chère au Mali. Est-ce que la santé, l'éducation, tout ça là, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que la sécurité fonctionne bien? Pas du tout. Ce sont des interrogations aussi pertinentes. Oui, monsieur Michel. Peut-être vous voulez répondre à Kossiga à côté. Tout va bien. Jusqu'à preuve du contraire, je crois que l'appellation n'a pas changé. C'est la République du Mali et non la République islamique du Mali. Ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui... c'est le pouvoir de Bamako qui contrôle la situation. C'est le pouvoir de Bamako qui contrôle la situation, même si il ne contrôle pas l'intégrité du territoire. Vous savez très bien comment j'ai toujours extériorisé mes désaccords lorsqu'il y a des points d'achoppement entre le gouvernement, un certain nombre d'actions que le gouvernement malien mène. Mais ce qu'il faut comprendre ici... c'est que nous sommes en situation de guerre et que la situation, elle est beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir militaire qui a plein de défis sur plusieurs fronts. Vous avez la question du développement, vous avez des questions sécuritaires, vous avez la question de l'éducation. Ils sont ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent la dictature de l'urgence. C'est-à-dire que tout est urgent aujourd'hui au Mali. Et donc, le gouvernement central essaie quand même de trouver des solutions. Pour revenir aux morts des 5 civils, comme je l'ai dit, c'est extrêmement regrettable. Et donc, il appartient à la justice de situer des responsabilités. Ouais. Qui vous dit que le gouvernement malien n'est pas résolument engagé à diligenter des enquêtes? Donc, et si jamais les enquêtes ne sont pas diligentées? Vous avez des informations? Effectivement, je suis convaincu que dans les prochains jours,
Est-ce Il y aura quand même une commission est-ce jamais ces enquêtes ne sont pour pas diligentées? engager des Eh ben, les bavures, ce n'est pas la première fois. Oui, ce n'est pas ce n'est pas la première fois. Je trouve ça vraiment regrettable. Qu'est-ce qui vous dit? Bon, vous voulez me dire quoi? Que c'est délibéré? À quelle fin? Il ne faut pas instrumentaliser la mort on parle plus de bavure. On parle de bavure. Cela veut dire comme je l'ai qu'ils ne dit, savent pas. toute opération militaire sur le terrain ne donne pas toutes les garanties de réussite. Et donc, à chaque fois, vous pouvez demander des informations à ceux qui ont la science infuse dans le domaine. Donc, aujourd'hui, il appartient à la justice de diligenter des enquêtes. Et donc, pour moi, je trouve que le procès qu'on fait à Assimi Goïta aujourd'hui est injuste. Il est injuste. Je crois que chef suprême des armées constitutionnellement, il a le droit d'élaborer une stratégie militaire. Il a le droit aujourd'hui également d'assumer toutes les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bavures. Assimi Goïta ne s'est jamais déresponsabilisé. Il est totalement responsable de ces actes-là. Et donc aujourd'hui, si éventuellement il doit se présenter aux élections présidentielles, mais il y a un préalable quand même à respecter, c'est-à-dire devenir civil, il appartient aux Maliens aujourd'hui de trancher. La souveraineté appartient au peuple. Nous connaissons tous la formule. Nous connaissons tous la formule. Donc le procès, il est totalement injuste pour moi. Et donc, je l'ai dit, la solution, elle est nationale et elle doit demeurer toujours nationale. Elle est nationale, elle doit toujours demeurer nationale. Quand vous dites aujourd'hui, le Mali est dans une situation extrêmement difficile, nous le savons, nous le savons tous. Nous le savons tous depuis des années. Et à chaque fois que M. Robert, qui m'attaque, disons entre guillemets, sur cette question, il lui dit que les origines lointaines, on peut le retrouver dans la crise malienne. Et donc, il a hérité d'un problème qu'il essaie aujourd'hui de régler. Il a hérité d'un problème. Je reviens par rapport aux récriminations des organisations non gouvernementales. Mais je dis, lorsqu'on est président de la République, on a des informations que les gens n'en ont pas. Et donc, du coup, si on soupçonne une certaine collision entre certaines organisations non gouvernementales, qui nous disent qu'ils sont dans un processus de développement et certains mouvements djihadistes. Ça fait plusieurs enquêtes. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a... À chaque fois, ce sont des collisions. Et donc nous ne devons pas... Plutôt que, par exemple, on vient de nous citer comme source d'information. Je ne dis pas que les informations de RFI ne sont pas crédibles. Mais la narration de RFI est totalement contradictoire aussi à la narration que le pouvoir malien porte. Et donc aujourd'hui, nous devons être extrêmement prudents par rapport à un certain nombre d'informations que nous donnent. Les ONG... aujourd'hui, doivent diversifier, doivent chercher leurs sources d'information. Et donc, il appartient au pouvoir politique. Vous vous rendez compte que souvent, même le ministre de l'administration territoriale ici au Togo, M. Doa-Bokossi fait des sorties où il y a un contrôle extrêmement rigoureux du financement des organisations non gouvernementales. Parce que vous avez une offensive aujourd'hui du Qatar et de l'Arabie Saoudite avec des œuvres de bienfaisance parce qu'il y a une désertification des services publics. Et donc, il appartient au pouvoir politique de faire un certain nombre de contrôles et même de prendre les solutions les plus extrêmes, c'est-à-dire interdire le financement d'un pays aux organisations non gouvernementales. Donc moi je trouve cette solution-là salutaire, c'est une prérogative souveraine de l'État. Allez, on garde, vous gardez la parole, j'allais dire, on va passer à Abidjan en Côte d'Ivoire. La Cour d'appel d'Abidjan a confirmé lundi les condamnations prononcées en première instance contre l'opposant ivoirien Guillaume Kibafori Soro en exil et 9 de ses co-accusés poursuivis notamment pour complot et tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. La Cour a également décidé d'acquitter deux de ses accusés. Il s'agit de Félicien Secondo et Alain Lobogno et de dissoudre Génération et Peuple Solidaire, GPS, la formation politique dirigée par Guillaume Soro. Votre regard sur cette décision de la Cour d'appel d'Abidjan? Oui, c'est un procès qui retient, une affaire judiciaire qui concerne un homme politique et donc du coup ça retient l'attention des uns et des autres. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que vous avez une sentence judiciaire qui est connue, c'est-à-dire qu'il a été condamné à perpétuité par la cour d'appel. Donc nous avions déjà connu une décision du tribunal de grande instance et donc je crois que... ils ont tenté de faire appel. Je vais parler le conseil de Guillaume Soro et donc ils ont été condamnés par la cour
d'appel d'Abidjan. Donc, je crois que la sentence, elle n'est pas définitive, parce que lorsque vous avez une sentence du tribunal de grande instance, vous pouvez faire appel à la Cour de cassation. À la Cour d'appel d'abord. Ouais. Nous venons tout juste de connaître la sentence. Donc, aujourd'hui, il y a la Cour de cassation. Et la Cour de cassation est une juridiction de forme, c'est-à-dire elle ne statue pas au fond. Elle permet d'examiner l'arrêt ou la sentence qui a été prise, qu'elle est conforme à la règle de droit dans le cas d'espèce. Et si donc il y a une inconformité, donc il casse l'affaire et il ramène aux juridictions antérieures, c'est-à-dire aux juridictions de fond. Donc, je crois que c'est un marathon judiciaire qui ne dit pas son nom. Je crois que le conseil de Guillaume Soro tentera d'aller en cour de cassation. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on lui reproche? Vous avez les chefs d'accusation qui sont quand même extrêmement graves. On parle de l'atteinte à la sûreté de l'État. On parle de complot. On parle également de complot. Donc, bon, est-ce que c'est une sentence judiciaire qui a été prise en toute objectivité? N'y a-t-il pas des influences extérieures? Moi, je ne saurais tirer des conclusions définitives. Vous savez très bien comment je déteste la victimisation. Et donc, je dis tout simplement qu'en Afrique, majoritairement, on estime que les sentences judiciaires sont souvent instrumentalisées par la classe politique dirigeante. Je ne sais pas, je ne dis pas que dans le cas d'espèce, c'est le cas. Donc, je crois que le juge a tiré les conséquences. Bon, maintenant, je crois que Guillaume Soro également doit également revoir sa posture ou son approche qu'il a aussi de la vie vis-à-vis de la politique. Justement, ça, on va poser cette question à Doyen. Est-ce que c'est un procès politique selon vous, Doyen Fioclo d'Anglenou? Oui, mon frère. Il y a les faits qui sont là. Qui a bien parlé. J'ai accepté son développement. Mais le problème en Côte d'Ivoire concernant Guillaume Soro est très simple. Guillaume Soro aujourd'hui paye le prix de sa divagation politique. C'est-à-dire, il a été avec Blekoudé des pro-Gbagbo. Il a été récupéré pour diriger les forces nouvelles qui ont soutenu le président Ouattara avec la rébellion de Bouaké qui est arrivée à Abidjan. Et avec la guerre qu'il y a eu, M. Alassane Ouattara a pris le pouvoir. On lui a tendu la mèche de remerciement. Il a gravi les échelons pour devenir président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le président Alassane Ouattara, d'après les informations à ma possession, a eu une discussion avec lui pour qu'il adhère au RHDP. Et c'est là où il a dit niet. Et à partir de cet instant, sa dégradation est signée. Il a tracé son chemin, il voulait évoluer seul, sans le président Ouattara. Et là, il n'a pas tort. Oui, effectivement. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais en exil... Même avant l'exil, après la discussion avec le président Ouattara, on le voyait plus avec le président Bédié qui était, lui, au pays. Est-ce que, selon vous, c'était déjà une trahison pour le président Alassane Ouattara? Vous savez, Bédié, Gbagbo, Alassane Ouattara, les trois ténors de la politique ivoirienne, ces trois, personne ne peut leur dire de laisser la politique. Ils entretiennent des relations ambiguës. Il n'y a pas de guerre déclarée, mais il y a des choses qui se passent sous le pont. Guillaume Soro, en tant que petit frère, n'a pas su vraiment jouer le jeu. Il a trouvé juste les moyens de s'exiler. Le procès, le verdict de la Cour d'appel de lundi dernier suppose que son retour en Côte d'Ivoire n'est plus permis. Il peut revenir au pays, mais il sera jeté sans doute en Non, ce n'est pas plus permis, il faut le rappeler. Il a encore le droit de faire recours devant la Cour de cassation. Donc, ce qui veut dire que c'est un marathon judiciaire. Avant que la Cour de cassation ne se prononce, il doit demeurer toujours... Oui, mais effectivement. Mais c'est pour vous dire tout simplement encore qu'il a des moyens. Il a encore des moyens. Même son parti politique aujourd'hui... L'ego, ça il faut le préciser. Génération et Peuple solidaire. Avant de répondre à votre question, je voudrais soulever quelque chose à l'attention d'Achraf, que ce n'est pas la première fois. La première bavure des FAMA
sur la population civile. On a quitté non, le Mali. Écoutez-moi, non, c'est important de lui rafraîchir la mémoire. Si on peut compter les bavures des FAMA, ceci est peut-être l'une des trop de bavures. Mais jamais il y a eu d'enquête diligentée. Il peut vérifier. Il peut vérifier. Il n'y a jamais eu. Et même l'État, au moins en Guinée, quand il y a manifestation et qu'il y a mort d'hommes ou des blessés, l'État, le ministre de la Justice, Soun Doumbouya, alors enclenche déjà une enquête et on punit déjà le soldat là. Mais au Mali, il n'y a pas. Voilà. Maintenant, pour Guillaume Soro, je crois que la justice a entre ses mains son dossier. Et son destin. Non, pas son destin. Le dossier est là. Il a ses conseils. On ne peut que souhaiter que la justice puisse vraiment dire le droit et que voilà, tout aille dans le respect aussi de la... Affaire politique selon vous? Non, pas affaire... Bon, même si c'est affaire politique qui est devenue affaire judiciaire, il faut que le droit à sa défense soit reconnu et que le droit soit dit, rien que le droit. Et maintenant, quand le droit va finir, alors pas être dit, ok, on verra. Si on peut demander peut-être la clémence du chef de l'État, on verra aussi bien. Mais pour le moment, dire que tout de suite qu'on arrête le procès, c'est enfreindre les règles de la justice. Je crois que la justice ivoirienne, elle est responsable. Elle est en train de traiter un problème. Il y a les conseils de Guillaume Soro qui sont là et que le droit de la défense soit alors respecté et que le droit soit dit dans cette affaire. C'est ce que moi je peux dire. Parce que là, lui-même, il n'est pas là. Mais ses conseils sont là. Maintenant, quand la justice va finir son travail, s'il est toujours condamné, là, on peut demander peut-être la clémence du chef de l'État pour peut-être service rendu. Alors, Achraf Orosaba, le parquet reproche à Guillaume Kibafori Soro d'abord des détournements de deniers publics lorsqu'il était Premier ministre en 2007. Il a été accusé ensuite de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et d'intégrité territoriale nationale en 2019, alors qu'il venait juste d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Alors, deux dates et deux faits qui nous poussent à analyser les choses. 2007, en 2007, il était Premier ministre. On a attendu de 2007 jusqu'à son désaccord avec le président Alassane Dramane Ouattara pour enclencher cette procédure de détournement de deniers publics. En 2020 également, il annonce sa candidature pour les élections présidentielles dans son pays. Il a des soucis avec la justice de son pays. À la base de l'analyse là, on peut quand même dire, on peut quand même penser à un procès politique. Oui, effectivement, pour moi, je suis désolé, mais je suis quand même subjugué de la posture de mon aîné Robert sur ce dossier. Vous allez répondre. Non, sur ce dossier, parce que je crois que mon aîné est le premier. On va organiser une émission spéciale sur le Mali. Oui, effectivement. Non, pas sur le Mali, non, c'est toujours sur le dossier. C'est-à-dire que mon aîné, M. Robert, est le premier à dénoncer l'instrumentalisation de la justice, ou souvent les sentences qui sont émises dans nos tribunaux. Mais sur le dossier Soro, je le trouve il ne s'est pas trop prononcé. Oui, il ne s'est pas trop prononcé. Je le trouve quand même assez lisse. Ou il le voit, il ne soupçonne même pas l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir malien. Et donc, je me pose des questions. Le pouvoir malien ou ivoirien. Pas le pouvoir ivoirien, c'est un lapsus. Donc, je me pose quand même. Vous trouvez ça un peu bizarre? Je trouve ça quand même un peu plus ou moins bizarre. Bon, bref. Est-ce que l'affaire est pendante devant la justice ou pas? Pour revenir, oui, mais souvent quand vous et vous-même, vous nous apprenez sur ce plateau que quand l'affaire est à la justice, qu'on laisse la justice faire le travail. Vous l'aviez toujours dit. Vous nous avez toujours encouragé de faire quoi à la justice? L'argument, mais quand il a toujours dénoncé l'instrumentalisation de la justice par les cours de justice africaine, est-ce que l'affaire n'est pas pendante? L'affaire est pendante, mais il le fait quand même. Et donc, pour revenir au sujet, c'est que pour moi, oui, effectivement, il peut y avoir un lien de causalité entre les décisions de pouvoir politique et les sentences qui sont émises. Parce que, vous savez, pour moi, c'est quand même infantilisant de reprocher à Guillaume Soro de n'avoir pas accepté la proposition d'Alassane Ouattara. Moi, je crois que lorsqu'on est politique, on doit afficher clairement ses ambitions. Et donc, on ne doit pas, disons, avancer ses pions en fonction des humeurs de l'autre. Bon, parce que pour moi, je soupçonne même Alassane Ouattara. Alassane Ouattara quand même avait une stratégie de dissolution du parti de Guillaume Soro dans le RHDP. Quand il lui proposait la coalition, c'était fait vraiment à dessein. Il suffit tout simplement de s'allier à lui, il va dissoudre. C'est-à-dire que c'est une forme d'abstention lente. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque vous vous alliez à un parti, à un mastodonte, qui est le RHDP,
classe politique dirigeante, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? C'est que peu à peu, c'est-à-dire que votre enracinement risque de disparaître au profit du RHDP. Mais politiquement, Et donc, politiquement oui. aussi, on peut comprendre. Oui. Il ne veut pas intégrer le RHDP, il est président de l'Assemblée nationale. Oui, oui. Alors si on lui demande de partir, il doit partir parce que c'est le parti qui est au pouvoir et qui a plus de députés dans l'hémicycle qui doit avoir normalement son homme au perchoir. Non, mais c'est une thématique qui est réglée par le règlement intérieur, hein, par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc, du coup, je crois qu'avant d'être président de l'Assemblée nationale, c'est qu'on est député d'abord. On est député, donc ce qui veut dire qu'il est député. Il est député. Et donc, du coup, si la majorité estime qu'il n'est plus légitime pour être président de l'Assemblée nationale, ça ce n'est pas un débat. Non, ça, ce n'est pas un débat, c'est un mécanisme constitutionnel ou bien de règlement intérieur qui permet de le régler. Maintenant, pour revenir aux soupçons peut-être de procès politique, oui, pour moi, je suis désolé, il peut y avoir des soupçons de... Je ne dis pas que c'est un procès politique, mais on peut soupçonner parce qu'il y a des liens de causalité. Mais il y a aussi des faits. Lorsque vos proches, par exemple, prennent des armes et après, ils mettent ces armes dans la lagune et autres, quand ils sont surpris, qu'on découvre tout un arsenal dans votre domicile, il y a également des faits. Oui, mais il y a également, mais sans hypocrisie mise à part, lorsque le Guillaume Soro peut-être disposait des armes, c'est à quel fait? Vous savez, il a apporté, oui, certes, on peut le reprocher. Mon aîné a parlé de l'expression divagation politique, que moi je trouve totalement péjorative. Parce que je ne pense pas que c'est une divagation politique. Mais ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qui a motivé Guillaume Soro de supporter Alassane Ouattara? Parce qu'il ne partageait pas la question de l'ivoirité. Il estimait que tous les Ivoiriens pouvaient peut-être briguer la magistrature suprême et qu'il estimait que la stratégie élaborée par Bédier et Guillaume Soro Laurent Gbagbo, pour lui, n'était pas légitime. Et que Alassane Ouattara pouvait également être président de la République. Et donc, du coup, à la suite de ça, certes, il y a un contentieux profond, d'où les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour moi, mais certes, il a affiché ses ambitions et qu'on le sait très bien, hein, Guillaume Soro, moi je ne sais pas pourquoi les gens banalisent le poids de Guillaume Soro en termes de poids politique. Quoi qu'on le dise, il a quand même un enracinement et qu'il pouvait également constituer politiquement une menace à Alassane Ouattara. C'est pour cette raison, sûrement, je ne dis pas que c'est le cas, mais pour moi, j'estime qu'il y a des éléments objectifs qui permettent de qualifier le procès. En une minute, doyen Fioclou, quand vous voyez les lieutenants du président Ouattara, par exemple, Mamadou Touré et d'autres encore, Mme Kandia Camara et autres, ils pensent que Guillaume Soro, contrairement à ce qu'il a dit, n'a pas un profond enracinement. On a vu les élections législatives qui l'ont déjà porté au perchoir à l'Assemblée nationale et les élections communales. Alors, les proches du président disent que Guillaume Soro n'a rien eu. Oui, ce n'est pas seulement les proches de Guillaume Soro. Moi, j'ai des cousines et autres en Côte d'Ivoire qui reviennent ici en cas de décès. La dernière fois, on avait discuté à Didier Gomez, il m'a dit que Guillaume Soro, depuis son exil, n'existe plus. Que le RHDP a tout fait pour éliminer ces traces et pour l'éliminer, qu'il ne reviendra plus en Côte d'Ivoire. Et voilà que la Cour d'appel a confirmé ce qui se dit autour de lui. Bon, on est arrivé à piocher des gens, Félicien Secondo et surtout Alain Lobogno, les gens les voient proches du RHDP. Ça dit, le parti au pouvoir a de fortes chances de jouer son jeu. Parce que si tu n'es pas avec moi, tu es mon ennemi. Tu es contre moi. Tu es contre moi. Et ça se joue comme ça partout dans tous les États africains francophones. Donc, aujourd'hui, Alassane Ouattara a le pouvoir et en fait ce qu'il veut. Et décide du sort des autres. Et c'est ce qui se passe. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On retrouve nos chers invités juste après.